Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes avec Luc Châtel en direct, évidemment, sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Est-ce que vous avez regardé la cérémonie donc de cet après-midi ? Non, Guillaume Durand, j'aurai d'autres occupations au Parlement. Voilà. Vous voulez dire que c'est un épiphénomène, le fait de panthéoniser 4 résistants ? Pas du tout. C'est un peu un rituel dans notre République. Voilà, chaque président de la République honore de grands hommes, de grandes femmes. Je pense que Jacques Chirac l'avait fait pour André Malraux. Oui, ce serait inopportun de critiquer ce type de cérémonie au moment où on cherche justement à donner du sens à l'engagement, au moment où on cherche à donner du sens à notre histoire. Donc moi, que le président de la République honore 4 grands résistants, si ça peut permettre, par exemple dans les écoles, de faire en sorte que nos jeunes aient bien conscience de ce qu'a été le sacrifice de tous ces hommes et ces femmes pendant la résistance, c'est une bonne chose. Donc voilà. vous ne reprendriez pas en défaut sur ce sujet. Non, c'est pas ça, mais voilà. Il n'y a pas pour vous d'idée d'opération politique, de communication Évidemment qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, toute opération de ce type, quelque part, c'est de la communication, mais elle le sera de toute manière. Mais je ne veux pas sombrer dans la polémique sur un sujet qui me semble important, mais grave. C'est un acte, Luc Châtel, d'un François Hollande qui est quand même clairement en campagne, puisque vous allez avoir le congrès. Oui, mais j'ai la faiblesse de séparer ce qui est grand, c'est-à-dire l'engagement d'hommes et femmes pour la République et l'engagement de ceux qui les honorent de la petite boutique politicienne. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment, deuxième grand sujet, puisqu'il y a le congrès donc ce week-end, que le nom républicain vous est définitivement attribué, accroché ? Parce qu'il y a un appel en justice. Écoutez, donc je trouve cette polémique un peu ridicule. Pourquoi ? D'abord parce que dans quel pays, autre grande démocratie, imaginerait-on le parti au pouvoir, le parti de gouvernement, contester l'appellation, le nom choisi par le parti d'opposition. Ce truc est hallucinant, quoi. Deuxième élément. Ce sont les mots de Nicolas Sarkozy. Il a dit finalement que fait le président de la République actuelle. Parce que nous en avons parlé hier. Ses amis. Nous l'évoquions hier, et ça vraiment c'est l'évidence, quoi. On voit qu'aujourd'hui il y a une tentative de la part du gouvernement socialiste de nous empêcher de choisir le nom qui a été celui qui est plébiscité par les dirigeants de l'UMP. Voilà. Deuxième élément. Écoutez, moi je me suis engagé en politique dans une formation qui s'appelait le Parti républicain. Moi, j'ai pas souvenir qu'à l'époque, il y a eu des polémiques en expliquant que ceux qui étaient au Parti républicain, c'était les républicains, et ceux qui étaient pas, c'était pas les républicains. Force démocrate a été créée par François Bayrou, le MoDem, son successeur, Mouvement démocrate. Est-ce que les autres partis politiques se sont indignés parce qu'ils se sentaient insultés de ne pas être des démocrates ? C'est la bataille Hollande-Sarkozy. C'est une trace de la bataille. C'est de la bataille en dessous de la ceinture, vous voyez. Moi, les grands républicains de gauche, ils devraient être fiers que nous, responsables politiques de droite, du centre, nous nous emparions de ces valeurs de la République. Moi, je ne comprends plus, là, ça m'échappe. La vérité, c'est qu'est-ce qu'on veut ? On veut tenter de déstabiliser, démolir Nicolas Sarkozy. Point. C'est pas très glorieux. C'est la fameuse stratégie de la triangulation, c'est-à-dire qu'on prend des arguments qui sont dans l'autre camp pour créer une sorte de brèche. Ça a été fait notamment par Tony Blair pendant toute sa carrière politique, et c'est un peu ce que reprend Nicolas Sarkozy. Oui, écoutez, ce que souhaite Nicolas Sarkozy, c'est élargir le pays dans une situation telle, avec un rejet global de la classe politique, avec une situation économique quasiment désespérée, avec un gouvernement incroyablement affaibli, avec une volonté il faut un recours, il faut un espoir pour les Français. Donc nous, les responsables politiques de la droite et du centre, nous avons une immense responsabilité, celle d'incarner un nouvel espoir. De faire en sorte que les Français aient encore envie de se tourner vers nous et commencent à avoir envie de revoter pour nous. Bon, eh bien ça passera par d'abord un projet structurant qui répondent aux problèmes des Français, mais ça passera par un rassemblement large. C'est l'objet du congrès de samedi. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque justement dans ce congrès que ça devienne une sorte de meeting de soutien à l'égard de Nicolas Sarkozy, plutôt qu'un véritable congrès de refondation pour l'ensemble de la formation politique, puisqu'on sait qu'aux primaires, si primaire il y aura des concurrents. Il y a 40 personnalités politiques qui vont prendre la parole samedi au congrès. Qui vont prendre la parole sur les valeurs de la République, sur l'école, sur les problèmes d'intégration, sur les questions économiques. Voilà, donc le temps de la sélection des hommes viendra. Nous en avons même défini les règles. C'est derrière nous le débat sur les règles. Il y aura une primaire.
Mais c'est dans 16 mois, c'est dans 18 mois. Donc nous avons le temps. Consacrons ces 18 mois à construire un projet, à élargir notre base électorale, à envoyer des signaux aux Français pour montrer qu'on a compris les difficultés dans lesquelles ils étaient, mais surtout que nous sommes en train d'élaborer des réponses à leurs difficultés. Tout à l'heure, vous disiez les primaires. Est-ce que vous avez le sentiment que si les sondages donnent l'un ou l'autre favori, justement les militants, parce que les militants vont se prononcer aussi sur les Républicains, dans 6 mois ou 1 an, ils vont se satisfaire de primaires et prendre le risque de la division? Ça peut évoluer, finalement. Écoutez, moi, d'abord les sondages, 18 mois avant la primaire, sur un corps électoral. Non, mais aujourd'hui, non. Mais dans 1 an, justement, à la veille de la primaire, s'il y a un favori qui s'est détaché dans les sondages, est-ce qu'il faudra maintenir cette primaire au risque d'exploser des divisions internes? La primaire aura lieu. Voilà. La primaire a été décidée par les principaux dirigeants de l'UMP, elle a été validée, elle sera validée par nos militants samedi, qui sont demandeurs. D'ailleurs, vous avez remarqué, depuis que nous avons décidé du principe de cette primaire, il y a eu un apaisement au niveau des tensions dans notre famille politique. Pourquoi ? Parce que les règles du jeu sont claires, elles sont transparentes. C'est fini l'époque où, à 15, dans un bureau politique, on décidait de celui qui allait représenter la famille politique à l'élection présidentielle. Voilà, c'est derrière nous. C'est la 5e République, ça. Oui, mais si vous voulez, le monde change. Il n'y avait pas les chaînes d'infos en direct, il n'y avait pas cette instantanéité, il n'y avait pas ce besoin de transparence à tous les... La culture RPR est morte. Mais c'était pareil au Parti Socialiste. Vous croyez que François Mitterrand, vous croyez qu'il y a eu une primaire pour François Mitterrand ? Vous croyez que ça marchait comme ça ? Non. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'époque a changé, la vie politique a changé, et la transparence est devenue une exigence. Voilà. C'est pas une option. C'est pas un choix, c'est une nécessité pour tout le monde. Elle s'impose à nous. Est-ce que vous considérez que ce qui va se passer dans le Sud-Est avec cette candidature annoncée par Marion Maréchal-Le Pen, finalement, fait de ces régionales ou font de ces régionales, si on prend donc sa tante dans le Nord, font de ces régionales un test majeur? Les élections régionales sont très importantes pour les Français, d'abord, parce que c'est un choix de donner une option pour la région dans laquelle ils habitent. C'est important pour nous. Nous sommes fixés un objectif politique important. Pourquoi ? Parce que c'est la dernière élection importante avant 2017. Nous avons gagné les élections municipales, nous avons gagné les élections départementales, nous avons fait basculer le Sénat. Donc évidemment, c'est une élection, un enjeu politique important. C'est pour ça d'ailleurs que nous souhaitons des listes d'union partout avec nos partenaires centristes de l'UDI. Ensuite, nous avons 2 adversaires. Donc à Paris, nous avons les régions, les socialistes qui dirigent les régions, qui sont aujourd'hui en situation de faiblesse terrible, qui ont augmenté les impôts, dont on a vu qu'ils n'avaient pas une capacité à gérer les régions qui répondaient aux aspirations des habitants. Et puis nous avons ce leurre du Front National. Eh bien nous allons nous présenter comme alternative. Idéologiquement, l'une des obsessions du Front National, ils l'ont marqué lors de la présidentielle de 2012, ça a été d'abattre Nicolas Sarkozy. Pour remplacer l'UMP à droite, et ce sera pareil. Allez au bout de ce que vous dites, Marine Le Pen a fait élire François Hollande. Marine Le Pen, en ne choisissant pas, je vous dis, Marion Maréchal-Le Pen, qui sera candidate pour le Front National dans la région PACA, a été élue avec les voix des socialistes. Donc, il faut arrêter, les masques sont tombés. Il faut dire la vérité aux Français. Voilà, maintenant, nous allons nous présenter notre projet. Nous, par exemple, en PACA, nous pensons que nous avons un candidat crédible, un candidat qui a une vraie expérience, qui a été ministre, qui a été vice-président de région, qui est maire de Nice, donc qui a une expérience forte de la gestion de collectivités importantes. Ça compte. La région PACA, c'est la 2e région de France. Marion Maréchal-Le Pen, je dirais, ok, c'est un épiphénomène médiatique. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a 25 ans. Je veux dire, c'est ça le vrai choix. Le vrai choix, c'est pas le positionnement tactique, ils ont un électorat considérable dans le pas Sud-Est, la cosmétique. Bien sûr, ils ont un électorat important dans le Sud-Est, mais nous allons expliquer à cet électorat ce qu'est vraiment le Front National et ce que peut apporter la droite et le centre, les Républicains, si jamais nous sommes amenés à gouverner la région. Visiblement, François Hollande, qui est en campagne, a comme objectif, au fond, de récupérer une partie de la croissance pour le pays, que ça fasse bouger le chômage, et après, il essaiera, non pas de bricoler, mais d'organiser une certaine forme d'alliance politique à gauche. Est-ce que vous pensez que la croissance va jouer pour lui? François Hollande, il est extraordinaire. C'est vraiment, lui, son gouvernement, ce sont vraiment les pompiers pyromanes. C'est-à-dire qu'il est à la recherche de la croissance qu'il a lui-même cassée. Aujourd'hui, on entend le gouvernement nous parler que d'une chose, c'est de l'investissement. Le ministre de l'économie ne prononce pas une phrase sans parler « vive l'investissement ». Il faut faire revenir l'investissement. Qui a tué l'investissement depuis 2012 avec ces théories absurdes expliquant que le capital devait être taxé au niveau du travail? Qui a
fait fuir tous les investisseurs. Prenez l'exemple d'actualité de la pénibilité. On nous explique que c'est formidable, le gouvernement va simplifier le dispositif de pénibilité. Mais attendez, il essaye de simplifier ce qu'il a lui-même complexifié. Donc il faut arrêter, c'est pas un progrès. Et que la courbe du chômage se retourne, je ne suis pas le porte-parole de François Hollande, mais si vous voulez, c'est le piège qui est organisé clairement aux yeux de tout le monde, de tous les observateurs. Moi, je vais vous dire une chose. Je ne crois pas, vu les fondamentaux de notre économie, que la croissance revienne à un niveau qui permette d'inverser durablement la courbe du chômage. Voilà. Pourquoi ? Parce que tous les fondamentaux, le niveau de la dépense publique, le niveau des prélèvements fiscaux, la taxation de l'investissement, les contraintes qui existent sur le travail, le droit du travail, tout cela fait que notre économie est asphyxiée. Il y a des verrous dans notre économie que nous devrons faire sauter. Donc le travail que nous allons mener là dans les prochains mois, c'est de travailler sur ces quelques verrous. À mon sens, il n'y a pas 50 réformes à faire en France. Il y a 5 ou 10 mesures à prendre en matière économique qui doivent déverrouiller l'économie. Faire sauter ces verrous qui asphyxient l'économie aujourd'hui. C'est ce qu'ont fait les Britanniques, c'est ce qu'ont fait les Allemands, c'est ce que sont en train de faire les Espagnols. Donc c'est possible. Merci Luc Châtel. Je rappelle que vous êtes un des responsables de l'UMP et que le congrès a lieu ce week-end. Donc l'UMP qui va se transformer en républicain. Il y a un appel, un vote qui aura lieu avant. Mais c'est évidemment pour l'instant l'hypothèse de très loin la plus probable. Merci, bonne journée à vous. On va retrouver nos camarades sur LCI et Laurence Gauthier sur l'antenne de Radio Classique. L'exemple